Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Gabon, votre émission Écosciences. Écosciences qui est votre émission de valorisation et de vulgarisation scientifique. Je suis Zéondo Victor, présentateur de l'émission Écosciences, accompagné de votre chroniqueuse Mboumou Lorraine. Mboumou Lorraine, bonjour. Bonjour Victor. Comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Alors, moi aussi ça va, le week-end a été très chaleureux, c'est les fêtes qui s'annoncent et beaucoup d'informations dans le monde scientifique. Aujourd'hui, on va aborder 3 pans. Oui. Déjà, la biographie du brillant scientifique Arthur Zhang, voilà, que vous allez nous présenter. Ensuite, on va parler des réactions nucléaires d'Oklo. Bien sûr. Au Gabon, à Franceville. Et on va terminer avec notre clin d'œil science en parlant du carbone. Du carbone, qui est un peu la source de beaucoup de choses dans notre quotidien. Oui. Alors, si on pouvait commencer par la biographie de Arthur Zhang, qui était-il? Qui est-il? Que fait-il? D'accord, bien évidemment. Imaginez qu'on ait la capacité de diagnostiquer le cœur d'un patient dans un endroit très reculé, dans un endroit rural, comme l'Afrique en compte énormément, plus que tout autre continent, je pense, à partir d'un simple appareil, en fait, une simple tablette portable. C'est le rêve qu'a réalisé le scientifique camerounais Arthur Zhang. Alors, pour commencer d'abord, présentons un peu les maladies cardiovasculaires et leur importance. Alors, les maladies cardiovasculaires sont un problème de santé majeur en Afrique, causant plus d'1 million de décès sur ce continent. Elles sont favorisées par l'hypertension, le tabagisme, l'obésité, le diabète, la sédentarité, etc. Mais aussi et surtout par l'accès quasi inaccessible des Africains aux soins spécialisés. Parfois, il manque des cardiologues qui sont très souvent concentrés en ville, ou il manque même encore parfois. Il y a une incapacité pour les Africains à accéder parfois aux outils spécifiques tels que l'ECG et bien d'autres. C'est à partir de là qu'un scientifique du nom de Arthur Zhang a vu un problème et qu'il a décidé de s'en charger en fait. Alors, qui est Arthur Zhang? Arthur Zhang est un ingénieur et informaticien camerounais né le 26 novembre 1987 en Pankomo, dans la région centre du Cameroun. Il a étudié l'informatique à l'université de Yaoundé, puis a obtenu en 2010 un diplôme d'ingénierie en conception et génie logiciel à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Cette même année, donc en 2010, il va faire un stage dans des endroits reculés. Vous savez, souvent, il y a des dispensaires et tout, il y a un peu de matériel, parfois de médecins et tout. Et c'est là-bas où il va travailler dans le cadre de l'observation des outils. Comme j'ai dit, il est diplômé en génie logiciel. Et c'est dans ce cadre qu'il va justement remarquer le manque qu'il y a au niveau des scientifiques, des spécialistes, mais aussi au niveau des outils, surtout au niveau des maladies cardiovasculaires. Or, on sait tous que dans un contexte médical, s'il y a bien un outil qui est très important dans le contexte des maladies cardiovasculaires, c'est l'ECG. Donc l'électrocardiogramme. Son rôle, c'est de détecter les anomalies électriques du cœur, les signes d'une crise cardiaque, tels qu'un infarctus, une hypertrophie, donc l'épaississement des parois cardiaques, et les troubles de la conduction grâce à des électrodes placées sur la peau qui enregistrent l'activité électrique du cœur. Or, comme je le disais, ce même ECG manque parfois. Ça manque en même temps qu'il manque des spécialistes, donc les cardiologues. Et c'est à ce niveau que Arthur Zhang va comprendre qu'il peut apporter quelque chose, il peut apporter une innovation. Il va, un an après, donc en 2011, créer une entreprise qui s'appelle iMore Medical Equipment, qui va matérialiser le cardiopad et le commercialiser dès janvier 2016. Donc, c'est une tablette tactile qui enregistre et analyse l'activité cardiaque d'un patient pour les transmettre à un spécialiste qui produira un diagnostic à travers Internet. Le cardiopad est conçu pour les populations éloignées. Parce qu'en ville, on sait que c'est plus facile. Il possède quelques fonctionnalités. Donc, ça permet de faire un examen ECG, acquisition du signal sur le patient, numérisation, traitement, affichage et impression du rapport d'examen. Transmission à distance via Internet, comme je disais. Présentation sur une interface. Ça stocke aussi en même temps les données et ça permet le monitoring à distance. Donc, enregistrer les données et puis les surveiller. Donc, c'est monté au Cameroun. Les premiers kits sont mis en vente pour 3 299 $. En francs CFA, ça fait 2 75 000 francs. C'est pas cher? Bon, en principe, c'est cher. Mais il est accompagné. Il est accompagné à la fois par l'État camerounais et par d'autres institutions qui le financent.
etc. Peut-être avant de continuer, aujourd'hui on a des applications par exemple sur le net qui permettent d'avoir des résultats comme la glycémie, comme la tension artérielle. Voilà, et ce sont des applications qu'on retrouve dans des smartphones qu'on peut télécharger sur Play Store, je ne sais pas trop. Quelle est un peu la différence avec lui? D'abord, ce que tu dis, ça date de quelle période? Parce que lui, c'est depuis 2011 qu'il a commencé à travailler, même à présenter ça. Oui, je pense que c'est un peu plus tard que ces applications existent. Donc, il est un peu comme un précurseur. Voilà, déjà, il est un peu comme un précurseur. Lui, il est, comme je dis, il est accompagné par l'État. C'est quelque chose qu'il n'a pas fait de manière individuelle, juste avec une application et tout. Il y a un vrai suivi local, en fait. C'est la raison pour laquelle le prix, au départ, ça veut faire peur. Mais je pense que quand on est accompagné, ça peut aller. Je pense qu'il y a des assurances qui essaient de réguler tout ça. En effet. Parce que 2 millions pour un individu au Cameroun, quand même... non, c'est vrai, surtout quand on est rural. Voilà, quand on est rural, parce que voilà, c'est vraiment la base de récolter les données rurales pour les transmettre dans les grands centres. Voilà. Ok, c'est un peu ça. Donc, c'est une invention qui a été récompensée. Il a reçu, il y a quelques années, le prix Rolex à l'esprit d'entreprise, qui est un prix suisse. La récompense financière va de 5 000 € à 100 000 €. C'est quand même grand, en effet. Il a aussi reçu le prix d'excellence du chef de l'État du Cameroun. Et le projet a plusieurs sources de financement. Donc, c'est un peu ça sur Arthur Zang. Oui. Donc, je pense que c'est, comme on disait tout à l'heure, quelqu'un qui a dû réfléchir. Il a eu un esprit un peu précurseur, parce qu'aujourd'hui, vraiment, ça mine la toile, toutes ces applications-là qui permettent d'identifier des données relatives au fonctionnement de nos organes, comme la glycémie, comme le cœur. On parle également de la tension artérielle. Voilà, ce sont des choses qu'on retrouve aujourd'hui relativement. Mais est-ce que ce sont des données fiables? Tout est la question de savoir. Cependant, c'est quand même des résultats, je veux dire, certifiés. Oui, et il présente, exactement, il présente même son travail en Suisse. Comme je lui, il a reçu le prix Rolex. Rolex, ça vient de Rolex, justement la marque de montre en fait, qui est suisse. Or, Rolex s'est engagé socialement, ça fait déjà presque 50 ans, en récompensant les prix dans le sport et en même temps dans les innovations, l'esprit d'entreprise. Est-ce que, selon vous, vous pensez que cette technologie est utilisée dans les pays limitrophes, comme le Gabon, la Guinée équatoriale par exemple? C'est là à côté. Ici aussi, on a des personnes qui ont des problèmes cardiaques, ou en Guinée équatoriale par exemple, ou au Congo. C'est vrai, c'est vrai, on a tous le même problème, qu'on a des villes et en même temps on a le coin rural. Donc au Gabon, je ne sais pas encore. Mais au Cameroun, oui. D'accord. En tout cas, si ça apporte de la valeur ajoutée sur le plan économique et surtout une meilleure santé aux populations, je pense que l'objectif est atteint. En effet. Alors, donc, c'était la biographie de Arthur Zang, qui était un éminent scientifique camerounais qui a travaillé sur la digitalisation dans le domaine de la récolte des données concernant les maladies cardiovasculaires. Alors, on va parler dans la deuxième partie à Écosciences. À nous revoir tout à l'heure sur les réacteurs nucléaires. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Écosciences. On va aborder une thématique très importante qui se passe au Gabon. On parle des réacteurs nucléaires d'eau clos. Alors, c'est inédit, beaucoup de Gabonais, beaucoup d'Africains ne le savent peut-être pas. Eh bien, il existe des réacteurs nucléaires naturels qui ont eu lieu depuis plusieurs milliards d'années. Naturellement, cela se passe au Gabon. Alors, c'est précisément dans la ville de Mounana, qui se trouve au sud-est du Gabon, à plusieurs dizaines de kilomètres de la ville de Franceville et à près de 700 000 kilomètres de Libreville. Alors, il se trouve que déjà, dès le départ, dans les années 1902 à peu près, la France, étant déjà un des colons du Gabon, explore déjà cette mine qui est la mine d'eau clos qui se trouve à Mounana et découvre l'uranium. Et donc, l'exploitation de cet uranium va démarrer juste avant les indépendances, dans les années 1952. Et donc, en exploitant justement cette mine d'uranium, eh bien, il y a des échantillons qui sont
prélevés et qui sont amenés dans les laboratoires français et examinés. Et là, ça va susciter la curiosité de pas mal de chercheurs, notamment d'un certain physicien qu'on appelle Francis Perrin, qui va constater qu'en fait, l'uranium qui est exploité, l'uranium qui est identifié, qui est l'uranium 235, voilà, qui est un isotope, va avoir un poids moléculaire beaucoup plus bas qu'à la normale. Et là, il va s'interroger, mais pourquoi simplement l'uranium là pèse moins qu'il n'en devrait? Et donc, ça va susciter sa curiosité au point où il y a des recherches qui sont approfondies avec ses collègues, d'accord? Et justement, en faisant des recherches, on découvre qu'en fait, cet échantillon d'uranium devrait avoir une quantité à peu près de 0,72% d'uranium au total, mais se retrouve avec 0,717% en matière d'uranium. Et donc, lorsqu'ils vont faire des recherches, ils vont émettre des hypothèses. Et ce sont ces hypothèses-là qui vont amener à la conclusion que nous donnerons plus tard sur les réacteurs nucléaires de Kourou. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont émettre une hypothèse en disant que une des explications majeures, c'est que cet uranium-là s'est volatilisé, d'accord, a disparu. S'il faut le dire terre à terre comme ça. Alors pourquoi cet uranium disparaît? Qu'est-ce qui peut bien créer ou bien qu'est-ce qui peut bien causer la disparition de cet uranium-là? Eh bien, les recherches vont être pointues et on va dire que pour que cette réaction, enfin pour que cet uranium disparaisse, il faut ce qu'on va appeler une fission nucléaire. Une fission nucléaire est justement un des éléments fondamentaux d'un réacteur nucléaire. Mais puisque aujourd'hui, les gens ont pris conscience de vraiment cette réaction nucléaire qu'à travers des industries. C'est pourquoi on va parler des centrales nucléaires, de l'industrialisation du nucléaire, etc. Et c'est bien après. Alors, ce qui se passe, c'est que cette réaction nucléaire ne se fait pas sur le plan industriel, mais dans les roches. Et on va parler de nature, donc c'est naturel. Comment est-ce possible? Alors ça va susciter vraiment une curiosité des scientifiques et ils vont essayer de comprendre ce qui se passe. Alors en examinant, ils vont se rendre compte que en principe, la réaction nucléaire a bien lieu et il y a des éléments qui constituent disons la fabrication qui donne en quelque sorte la présence de cette réaction nucléaire. Il y a des éléments qui doivent être présents et on parle de l'uranium d'abord en présence et puis de l'eau, l'uranium qui va produire de l'énergie et une énergie qui est beaucoup produite va être, pour ne pas avoir des explosions, on va devoir refroidir cette énergie. Donc, il faut de l'eau. Et justement, tous les éléments, tout ce cocktail-là, va faire en sorte que, eh bien, il y a une réaction nucléaire qui se produit dans cette roche de la ville de Mounana. Et alors, ça se passe en 1972. D'accord? Ouais. C'est en 1972 que finalement, on évalue et on confirme effectivement que c'est possible d'avoir une réaction nucléaire naturelle. Mais la particularité de cela, c'est que c'est la seule fois qu'on le constate et c'est le seul lieu qui existe partout dans le monde où c'est possible jusqu'aujourd'hui. D'accord? Donc, une réaction nucléaire. Alors, pourquoi on en parle? Déjà parce que c'est au Gabon, c'est inédit. D'accord? Vous imaginez, sur toute la planète, c'est le seul endroit où on a pu identifier qu'il est possible que la nature elle-même produise des réactions nucléaires. Alors que très souvent aujourd'hui, ces réactions nucléaires ne sont mises en œuvre que dans des laboratoires, dans des centrales nucléaires. Vous comprenez? Donc, alors, c'est pourquoi on va dire que, en fait, quelle est l'importance d'aborder cette thématique? Eh bien, lorsque, par exemple, la réaction nucléaire a lieu, eh bien, il y a des produits qui sont des déchets radioactifs qui sont libérés. Et donc, par exemple, toutes les centrales nucléaires qui existent dans le monde libèrent des produits donc, qui sont des déchets radioactifs, mais qui doivent être stockés et sécurisés pour qu'il n'y ait pas de contamination dans la nature et au niveau des populations. Donc, alors c'est une problématique, mais ce qui intéresse les scientifiques aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a eu bien évidemment des produits de désintégration qui sont des déchets radioactifs qui ont été conservés depuis 2 milliards d'années et qui ont été conservés sans trop de changements, sans causer de dégâts. Si vous allez dans la ville de Mounana, c'est pas une catastrophe naturelle en termes de déchets radioactifs. On ne peut pas penser, on ne peut même pas imaginer lorsqu'on passe par la ville de Mounana qu'il y a eu
une réaction nucléaire dans les roches de Mounana, dans les roches du site d'Oklo. D'accord? Oui. Et il y a des déchets nucléaires qui sont là, mais qui sont conservés exclusivement dans la roche. Donc, vous comprenez que c'est une étude très importante pour les scientifiques. Et donc, c'est de regarder comment les déchets radioactifs peuvent être mieux conservés, par exemple, à travers les centrales nucléaires qui existent, les centrales industrielles qui se prolifèrent un peu partout dans le monde, parce que la centrale nucléaire est un peu l'énergie, comme l'énergie solaire, un peu l'énergie d'avenir. C'est la production des énergies d'avenir. Et c'est une production qui est illimitée. D'accord? Oui. Et donc, ce n'est pas sans conséquence. Donc, la conséquence, c'est la production des déchets radioactifs qui sont source de plusieurs maladies nocives comme le cancer, etc. Donc, la conservation de ces produits toxiques est très important pour la préservation de l'environnement. Et donc, c'est un site qui est étudié aujourd'hui pour dire, bon, écoutez, à Oklo, la nature elle-même a su conserver ces déchets toxiques, radioactifs, et comment nous, de manière industrielle, de manière technique, avec notre technologie actuelle, nous pouvons arriver à conserver ces déchets toxiques pour ne pas détruire l'environnement, pour ne pas nuire aux populations. Et donc, il y a des sites qui sont examinés. Il n'y a pas que le site d'Oklo, qui est la base principale, mais il y a aussi d'autres sites, comme le site de l'Astourville, qui est une ville à côté, ou de Konja. On est en train de regarder, par exemple, est-ce qu'il existerait aussi d'autres réactions nucléaires naturelles qui ont existé dans ces différents sites. Donc, c'est d'où l'importance de cela, encore une fois, à travers ce phénomène, le Gabon se met encore dans une situation d'intérêt en ce qui concerne l'environnement. Parce qu'on parle beaucoup d'environnement aujourd'hui. Alors, vous comprenez que le Gabon est quand même assez atypique lorsqu'on parle de science. En effet, on est privilégié. Il y a vraiment de quoi être convoité par les autres, en fait. À tous les niveaux, surtout au niveau de la nature, on est vraiment gâté. Entre les crocodiles oranges qu'on trouve, l'une des plus grandes forêts au monde, la vipère la plus dangereuse au monde, donc la vipère du Gabon, en même temps le réacteur naturel d'Oklo, je pense que c'est un pays qu'on doit bien conserver quand même, parce qu'on a tellement d'atouts. Et dans le cas de la vulgarisation scientifique, par exemple, il serait très bien de savoir que des futurs scientifiques, des futurs scientifiques puissent avoir ce type d'informations et puissent même avoir, je me demande si nos laboratoires de recherche scientifique possèdent ces roches-là et peuvent mettre ces roches à la disposition du public pour dire voilà des roches qui ont suscité, qui ont eu à concevoir des réactions nucléaires il y a 2 milliards d'années et qui ont su conserver par exemple des déchets radioactifs. Je pense que c'est très important de vulgariser davantage parce qu'on peut aller sur les sites, on peut recueillir ces roches-là et les mettre à la disposition des laboratoires gabonais comme ça se passe en France parce que ce sont des roches qui suscitent beaucoup d'intérêt pour la communauté scientifique en la matière. Donc, c'était un peu ça concernant les réacteurs nucléaires d'Oklo. Et donc, à nous revoir pour la troisième partie qui constitue la rubrique Clin d'œil science. Bon, Lorraine, alors, Clin d'œil science, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle du carbone. Le carbone, l'élément qui gouverne nos vies. Alors, notre organisme, nos habits, nos appareils électroniques, nos maisons sont constitués de carbone. C'est aussi le carbone qui réchauffe le climat. Donc, tout est carbone en fait. Presque tout, oui, en quelque sorte en fait. C'est un élément très important. Très peu le savent, mais le carbone est le fil invisible qui relie la vie, la technologie et le climat. Et malheureusement, s'il a créé la vie, il crée aussi la crise, que l'on va voir. Alors, pour commencer, la question simple, c'est quoi le carbone ? Le carbone, c'est l'élément chimique numéro 6 et le symbole C du tableau périodique des éléments. C'est un atome dont le nombre de masse est 12 et comme certains autres atomes, il peut y avoir des isotopes. Donc le carbone dont on parle habituellement, le plus abondant dans la nature, c'est le carbone 12. Donc les isotopes, c'est le carbone 13 et le carbone 14. C'est quoi les isotopes ? Les isotopes, ce sont les noyaux atomiques qui possèdent différents nombres de masses. D'accord. Donc le carbone a la capacité de se combiner avec plusieurs éléments pour former des chaînes, des anneaux ou bien des structures tridimensionnelles.
Alors, où le trouve-t-on? On trouve le carbone dans nos téléphones, nos ordinateurs, le crayon, les vêtements, les médicaments, les aliments, les microbes et aussi notre patrimoine génétique. Y compris notre tissage. En effet. Donc, quand tu écris avec du crayon, tu laisses du carbone. Quand tu manges, tu absorbes du carbone, que ce soit de la viande ou bien des végétaux. Et quand tu respires, tu rejettes du carbone. Donc, le carbone est très présent dans nos vies. C'est un élément qu'il faut comprendre. Alors, comment est-ce que le carbone, cet élément, cette entité, fait pour survivre dans notre environnement? Parce que s'il occupe une place aussi importante, c'est qu'il est là depuis, et comme il fait pour se régénérer et tout, il y a une immense circulation du carbone dont je vais vous parler maintenant. Les plantes captent le carbone dans le dioxyde de carbone qu'elles rejettent par la photosynthèse. N'est-ce pas? Les animaux mangent ces plantes et donc retiennent du carbone. Lorsqu'on respire, on brûle quelque chose, on se décompose. Lorsqu'on se décompose aussi, le carbone retourne dans l'air. Donc, quand on respire, on sait qu'on prend de l'O2, le dioxygène, on rejette du carbone à travers le CO2. Dès que nos corps aussi se décomposent, c'est le carbone en même temps qui est toujours libéré dans la nature. Donc, c'est un cycle millénaire qui se passe depuis des milliers d'années, en fait. Mais que malheureusement, l'homme a un peu déstabilisé la chaîne, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme je disais, nous avons cassé l'équilibre du carbone. Depuis la révolution industrielle qui a commencé en Grande-Bretagne, l'exploitation et même la surexploitation de matières fossiles pour produire de l'énergie a altéré la stabilité du cycle du carbone de la nature. Donc, par exemple, on utilise le charbon qui vient de vieux végétaux. Je ne parle pas du charbon habituel que l'on prend pour les masques de visage et en même temps qui vient du feu. Donc, le pétrole vient de végétaux anciens liquéfiés ou encore le gaz naturel qui provient de la décomposition sous pression pour produire, comme je disais, de l'énergie. Donc, et comme ça s'est accentué ces 2 derniers siècles, avec la révolution industrielle, comme je disais, aujourd'hui on dépend des industries, on ne peut plus vivre sans ça. Donc, il y a eu l'altération de ce cycle. Donc, par conséquent, en 2 siècles, on a libéré très rapidement du carbone qui a mis des millions d'années à être conservé. Conséquence, qu'est-ce qu'on observe? Ce qui a pour effet de causer des effets néfastes tels que amplifier l'effet de serre. Lorsque l'effet de serre est amplifié, ça entraîne en même temps le réchauffement climatique, qui est un phénomène d'élévation des températures avec toutes les conséquences que l'on sait sur l'environnement. Souvent on en parle, l'effet de serre. Qu'est-ce qu'un lycéen peut comprendre sur l'effet de serre? L'effet de serre, on va dire que c'est lorsque les mauvais gaz en fait agissent dans la nature. Par exemple, la destruction de la couche d'ozone, tu vois, qui est produite par un excès de CO2 dans la nature. C'est un peu ça l'effet de serre. Ça fait comme si ça faisait un dôme et ce dôme-là envahit l'atmosphère au point de créer un certain réchauffement. Voilà, ça entraîne le réchauffement climatique qui est le phénomène d'élévation des températures en fait. Tout à fait. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup avec la COP dernière. C'est vrai qu'en parlant du carbone, même quand on regarde la vie, parce qu'on se souvient, quand on parle de la création même de la vie, l'apparition même de la vie, on parle des éléments comme les acides aminés. Les acides aminés. Alors les acides aminés, on dit que c'est même ça la base de la vie, parce que les acides aminés en se combinant vont créer des protéines et ça va donner la vie. Et les acides aminés, matière organique. La base même des acides aminés, c'est du carbone. Oui, même le patrimoine génétique. Justement, les acides aminés constituent... Et effectivement, le patrimoine génétique que nous avons avec les bases azotées, les nucléotides, etc. Dans l'ADN, c'est constitué de carbone. Pour dire vraiment que le carbone est au centre de tout. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Imaginons un monde sans carbone. Pas de vie. C'est le chaos. Pas de vie, parce que déjà la matière vivante, le corps, la chair humaine, elle est faite de carbone. La photosynthèse, on sait bien qu'aujourd'hui, sans photosynthèse, presque pas de vie. Les végétaux, parce que les végétaux en même temps nourrissent les animaux. Voilà, et nous-mêmes on en mange. Quand on parle, que ce soit des composés organiques, on a du carbone. Des composés inorganiques, on a toujours du carbone. En effet. Alors, c'est vraiment même le diamant. Le diamant, il fait du carbone. C'est pour les croqueuses de diamant, ils doivent le savoir quand même. Le diamant, il fait du carbone. Donc, le carbone est partout en fait. C'est un élément fondamental qu'il faut comprendre en fait. Alors, ça nous renvoie à la préservation de l'environnement, si on en parle. Parce que vraiment, l'une des meilleures possibilités de comprendre l'importance du carbone, c'est le CO2. C'est ce CO2-là qui pose problème aujourd'hui, enfin, pour la plupart. Le CO2 qui est en excès dans notre atmosphère. Alors, comment faire, par exemple, pour redonner ou bien reconstituer ce cycle qui a été altéré au fil du temps par l'action de l'homme? Il y a des mesures que l'on demande souvent de réduire notre consommation. Mais ça, j'avoue que c'est quand même compliqué. Parce que comme je dis, le carbone, c'est même inconscient. Ce n'est pas de manière consciente que l'on consomme du carbone. C'est même de manière inconsciente. Mais on parlait ici, il y a quelques semaines, des scientifiques qui ont
mis au point, je pense, une molécule capable de capter Les MOP. les MOP, en effet. Oui. Donc ça, je pense que si c'est bien travaillé, peut-être qu'à l'avenir, on pourra s'en servir. Et en même temps, il y a la préservation déjà de nos forêts. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Heureusement que le Gabon est dans la bonne voie dans ce sens. Donc, c'est un peu ça comme solution pour protéger le carbone. Donc, pour dire que le carbone, il est en même temps très important, mais on ne doit pas aussi l'avoir en excès dans notre atmosphère. Il crée la vie et la crise. Vous voyez un peu, donc il faut un juste équilibre. En effet. Et je crois que c'est bon, on a fait le tour, sur le carbone. Oui. Alors donc c'est cela, on parle du carbone simplement, alors que le carbone, comme on vient de le comprendre, est la source de notre vie et aussi à la source potentiellement de la destruction de notre vie. Donc créons un certain équilibre qui fera en sorte que les générations futures soient préservées comme nous aujourd'hui, on nous a préservés. Et je pense que de plus en plus, des sensibilisations doivent être faites dans le cadre, par exemple, de la réduction du CO2 dans notre pays. On parle de la taxe carbone qui est une mesure qui pourrait peut-être amener des industriels à réduire la production de CO2 dans l'atmosphère et aussi à donner à certains scientifiques ou ONG qui vont contribuer au reboisement, qui va aussi amener à une certaine réduction du CO2 dans l'atmosphère. Plus il y a du bois, moins il y a du CO2, c'est ça, dans notre air, parce que le bois va capter le CO2 par le phénomène de la photosynthèse. Donc, c'était cela, on a fait le tour. Aujourd'hui, on a parlé, pour revenir succinctement, de M. Arthur Zang, qui est un brillant scientifique camerounais, un ingénieur. Qui a inventé le cardiopade. Qui a inventé le cardiopade pour essayer de réduire les insuffisances dues au traitement sur les maladies cardiovasculaires. Et on a parlé aussi des réacteurs nucléaires de Clos, un phénomène qui est inédit, mais qui n'est pas très abordé au Gabon, des questions scientifiques. Moi, je me rappelle, je ne me souviens pas si c'est enseigné dans notre cursus où on parle des réacteurs nucléaires de Clos, de l'importance de ces réacteurs, etc. Je crois que dès le bas âge, on doit s'approprier de ce qui nous est spécifique. Voilà. Et à la fin, on a parlé du carbone. Donc, c'était cela. À nous revoir très bientôt pour la prochaine émission. C'était Écosciences. Écosciences qui est votre émission de vulgarisation et de valorisation scientifique. Écosciences, c'est la voix de la science au Gabon et à l'international.